L'information préventive fait partie d'une politique de prévention des risques qui a beaucoup évolué en 1982 avec l'arrivée du gouvernement Mauroy et notamment la mise en place d'un secrétariat d'État porté par l'ancien volcanologue Haroun Tazieff et qui s'est traduit par deux aspects majeurs, la maîtrise de l'urbanisation, au moment d'ailleurs où on donnait la possibilité aux maires justement d'avoir compétence en termes d'autorisation et d'urbanisme, et puis une approche en termes d'indemnisation des sinistres. Et j'y reviendrai en fin de présentation. En 1987-6, il y a eu un événement majeur qui est l'explosion de l'usine de la centrale nucléaire à Tchernobyl, où on n'a peut-être pas tout dit aux Français, ou du moins les Français ont eu l'impression qu'on leur cachait une part de la vérité. Voilà. Et comme il n'y avait pas Internet à l'époque, on s'en est pas rendu compte tout de suite, mais au bout de quelques semaines, quelques mois, les Français ont eu l'impression qu'on leur avait caché la vérité. Alors cet aspect-là est quand même très gênant dans un pays qui est quand même très centralisé, où on attend beaucoup de l'État, et si le citoyen n'a plus confiance en la parole de l'État, il peut y avoir des conséquences relativement graves en termes de gestion, et notamment de gestion de catastrophes, d'événements majeurs ou de catastrophes. Voilà. Ce qui a amené le législateur à prendre, dans le cadre d'une loi qui s'appelait la loi sur la sécurité, la lutte contre les incendies de forêt et la prévention des risques majeurs, de rajouter un article de loi qui donnait à tout citoyen un droit à l'information sur les risques naturels et technologiques majeurs auxquels il était exposé en certaines parties du territoire. Voilà, ça c'est une loi du 22 juillet 1987. Il a quand même fallu attendre 3 ans pour sortir les décrets d'application, hein, voilà, pour dire simplement c'est le préfet qui doit dire quels sont les risques dans le département, et puis il reviendra au maire de dire en fin de compte quels sont les risques dans la commune, et les conséquences d'ailleurs sur les personnes et les biens, et les mesures pour individuelles ou collectives, et collectives d'ailleurs, pour en diminuer les conséquences dommageables. Voilà. En fin de compte, un certain nombre de dispositifs aujourd'hui existent. Alors la loi du 22 juillet 87 et les décrets d'application ont aujourd'hui été codifiés dans le Code de l'environnement. C'est l'article, en fin de compte, L125-2 et suivant, qui organise tous ces outils d'information que je vais vous décliner rapidement. Donc au niveau du département, le préfet doit établir un dossier départemental sur les risques majeurs en citant en fin de compte quels sont les risques présents sur le territoire, et il doit lister les communes qui sont exposées à un ou plusieurs risques naturels ou technologiques majeurs. Lorsqu'on fait la somme des 101 dossiers départementaux sur les risques majeurs en France, on constate deux choses. Soit que toutes les communes sont concernées, parce que si on intègre le transport de marchandises dangereuses ou la tempête, c'est toutes les communes. Si on enlève ces deux aléas, on a quand même 28 000 communes en France qui sont concernées par un ou plusieurs risques majeurs. Il y a des communes sur la carte qui sont concernées par 8 risques majeurs, notamment au niveau des Alpes. Voilà. Lorsque ces communes ont été listées, le préfet adresse au maire des éléments d'information pour que celui-ci puisse établir ce qu'on appelle le dossier d'information communal sur les risques majeurs, le DICRIM. Voilà. Alors, il peut le réaliser lui-même, il peut le réaliser avec l'appui des services de l'État, il peut le réaliser avec l'appui d'une intercommunalité, d'une métropole lorsqu'elle existe, voire d'un bureau d'études. Hein. Voilà, il a la liberté pour réaliser son DICRIM comme il le souhaite. Et en fin de compte, comme dans le dossier départemental sur les risques majeurs, il va dire quels sont les risques majeurs auxquels on est exposé, les mesures, les conséquences voilà, sur les personnes et les biens, et quelles sont les mesures que lui a pris d'ailleurs vis-à-vis de ces risques-là, ou que d'autres ont pris, ou qu'il convient de prendre pour en minimiser les conséquences. Alors la loi que j'évoquais tout à l'heure du 22 juillet 87, il n'y avait pas Internet à l'époque, voilà. Elle était très claire, elle disait que le citoyen était informé par voie d'affiche. Voilà. On a en 1992 pris un arrêté interministériel entre l'environnement et l'intérieur pour définir 12 modèles d'affiches. Donc
quand je suis arrivé, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup, voilà, surtout que je n'avais pas vu une posée. Donc on a pris une autre disposition qui était de dire, en fin de compte, il y a une affiche par commune, quel que soit le nombre de risques sur la commune. Voilà. Et pour ce qui concerne les comportements à tenir, on se limite à 3 comportements. En cas de danger ou d'alerte, donc vous l'avez la voir sur ici, et bien en fin de compte, on se met à l'abri, on écoute la radio et on respecte les consignes. Voilà, c'est cette disposition-là aujourd'hui qui s'applique en fin de compte pratiquement à toutes les communes de France. Ça, c'est en fin de compte, je dirais les 3 dispositions issues de la loi du 22 juillet 1987. En 1999, on a un autre événement majeur, d'ailleurs deux hein, qui sont 2 tempêtes, Martin et Lothar, qui, en fin de compte, passent sur l'ensemble du territoire métropolitain, l'une au nord, l'une au sud, et qui fait que les gens se trouvent complètement désorientés parce que les services de l'État ne sont pas en capacité de venir leur porter assistance, secours. Voilà. Quand on téléphone aux pompiers, de toute façon, la caserne est inondée, la gendarmerie, c'est pas mieux. Et en fin de compte, on n'a pas beaucoup de ressources à l'extérieur, ce qui va amener d'ailleurs pour la première fois de son existence la République française à demander l'assistance à l'étranger. On va faire appel à des Roumains, à des Bulgares, à des Irlandais, des Anglais, à des Allemands de venir sur notre territoire pour nous aider à ramasser les bois, les chablis, les lignes de téléphone, remettre le courant, pomper l'eau, enfin toutes ces dispositions-là où on n'était pas du tout en mesure d'opérer. Et il y a un changement d'approche qui est de dire, en fin de compte, non, mais c'est le citoyen qui fait n'importe quoi, d'abord qui devrait être le premier acteur, et il va falloir le sensibiliser, le former à être justement acteur de sa sécurité. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises. D'abord en 2003 avec la loi sur les risques industriels, qu'on dit loi Bachelot, et qui va demander aux maires, notamment en matière d'inondation, de faire l'inventaire des repères de crues existants sur le territoire de sa commune. Voilà. D'indiquer... Ah, on ne voit pas. Bon alors, oui, ça c'est une photo. D'indiquer les repères correspondant aux plus hautes eaux connues. Parce qu'on dit l'eau n'est jamais montée là, on va indiquer en fonction des connaissances que l'on a sur les crues passées, de dire quel est le niveau maximum qui a été atteint sur la commune. Et puis on va faire un inventaire assez précis, assez détaillé de ces crues passées. Or, crues de toute origine, submersion marine. Hein, on en a une en 2010, suite à la tempête Xynthia sur les côtes de Charente-Maritime et de Vendée. On dit aussi, c'est aussi les limites de submersion marine. Hein, il n'y a pas que les crues liées aux inondations liées au fleuve. Hein, voilà. Et donc, on met à disposition des communes 2000 repères de submersion marine répartis dans les différentes préfectures à disposition des maires. Autre dispositif, parce qu'il y a j'y reviendrai, une certaine réticence des maires à mettre en place ces dispositifs-là, pour le moindre. Le cabinet de Roselyne Bachelot décide d'avoir une autre approche, qui est de dire, si les gens n'ont jamais connu ça, n'ont jamais été informés, pas au courant, il y a quand même un moment privilégié qu'on peut utiliser pour informer les habitants, c'est lorsqu'ils achètent ou lorsqu'ils louent leur logement, voilà. Et donc on va imposer à ce que la personne qui vend ou qui loue indique les servitudes existantes vis-à-vis de ce bien et relatifs aux aléas naturels ou technologiques. Alors je dis bien les servitudes, même si le titre du document qui s'appelle État des risques est un peu trompeur, parce qu'en fin de compte, on ne dit que la servitude qui s'applique à l'aléa. C'est-à-dire que si je suis en zone inondable et qu'il n'y a pas de PPR inondation, je n'ai rien à dire. Voilà. Mais s'il y a un PPR inondation, je dis qu'il y a un PPR avec une réglementation, un zonage. Voilà. Ce qui a amené d'ailleurs les services de l'État à faire pour toutes les communes de France le recueil commune par commune de ces informations-là pour qu'elles soient mises à disposition des vendeurs ou des bailleurs. Mais autre aussi obligation dans la loi, c'est que la personne doit dire si le bien a été indemnisé en cas d'une catastrophe naturelle ayant fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance par l'État.
Si ces dispositions ne sont pas respectées, au moment de la vente ou au moment de la location, la personne qui achète ou qui loue peut demander la diminution du prix, voire la suppression de l'acte. Autre disposition aussi mentionnée dans la loi, c'est que le maire, s'il y a dans sa commune un plan de prévention des risques, si on parle d'inondation, un PPR inondation, le maire doit faire des actions de communication. On est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Il doit faire des actions de communication, d'information, enfin, comme il veut. Voilà, la loi ne dit simplement qu'il doit en faire au moins une tous les 2 ans. Voilà. Il peut en faire une tous les 2 jours s'il veut, mais au moins il doit en faire une tous les 2 ans. Voilà. Et puis en 2004, la loi est complétée par une autre loi dite loi de modernisation et de sécurité civile, modernisation de la sécurité civile, qui va imposer au maire, lorsqu'il y a un plan de prévention de risques naturels ou un PPI, de faire un plan communal de sauvegarde où il va définir les dispositions qui relève de ses compétences, parce que le maire est responsable de la sécurité des personnes et des biens sur sa commune, et notamment les dispositions qu'il va prendre soit pour venir en appui des services de secours ou d'intervention, voilà, les pompiers en gros, et puis quelles sont les mesures qu'il prend pour venir assister les personnes à vulnérabilité forte, soit les personnes handicapées ou les personnes qui n'habitent pas de façon permanente la commune, par exemple. Voilà. Par rapport à ces dispositions-là qui sont inscrites dans la loi, le ministère a pris un certain nombre de dispositions supplémentaires. Tout à l'heure, je disais que quand la loi a été votée en 1987, qui imposait l'information par voie d'affiche, il n'existait pas Internet, ce qui nous a amené à partir de 1998 de mettre en place un portail Internet qui s'appelait prime.net. J'y reviendrai, il a évolué aujourd'hui, mais qui permet en fin de compte de pouvoir accéder facilement à toutes les informations existantes, que ce soit au niveau départemental, national ou communal, des informations existantes relatives aux risques naturels ou technologiques. Aujourd'hui, on a amélioré cette disposition-là par ce qu'on appelle un géoportail. Donc, prime.net devient un géorisque. Et donc là, on a, en termes notamment de cartographie, une approche beaucoup plus complète en termes d'information. On évoquera l'éducation, la jeunesse. Le ministère a mis en place depuis 1998 un réseau de personnes volontaires enseignantes ou non enseignantes pour développer l'éducation aux risques majeurs. Voilà. Donc on a développé un certain nombre d'atouts. C'est un exemple, il y a beaucoup d'autres exemples, comme un jeu de cartes pour mettre à disposition des enseignants ou des non-enseignants dans un cadre scolaire ou périscolaire, des outils pour sensibiliser ou éduquer les enfants. On a développé aussi d'autres outils d'information, notamment en termes de vigilance. C'est la mise en place de Vigicru, qui accompagne la vigilance météo développée par Météo France. Aujourd'hui, sur la plupart des cours d'eau en France, du moins les plus importants, vous avez 2 fois par jour le niveau d'eau dans la rivière ou dans le cours d'eau, et puis les évolutions à venir dans l'immédiat. Alors, rapidement, un petit bilan par rapport à ces actions. Eh bien, là, vous avez une carte nationale avec l'état d'avancement des dossiers départementaux sur les risques majeurs. Voilà. Alors, on peut voir, c'est que tout département a un dossier départemental risque majeur. Il a quand même fallu attendre 1998 pour que les 2 derniers départements, à savoir la Haute-Loire et la préfecture de police de Paris, réalisent un document de 30 pages relatant les différentes informations dont on avait connaissance. C'est quand même un document très compliqué à réaliser. Il a fallu attendre 8 ans pour arriver à cet exercice. En ce qui concerne les documents d'information communaux sur les risques majeurs, sur cette carte-là, vous avez en gris toutes les communes où il y a l'obligation d'avoir un dossier d'information communale sur les risques majeurs. Vous avez en rose les communes où le préfet a transmis les informations nécessaires pour que le maire puisse faire son dossier d'information communale sur les risques majeurs. Et vous avez en violet les communes qui ont un dossier d'information communale sur les risques majeurs. Alors, cette information est à pas relativiser parce qu'elle est issue quand même des remontées d'informations que les communes ou que les préfectures nous adressent pour nous faire part de l'état d'avancement de cette procédure.
Il existe aussi le plan communal de sauvegarde. D'ailleurs, le DICRIM est un élément du plan communal de sauvegarde. Et là, on a le taux d'avancement des plans communaux de sauvegarde que nous a adressé la Direction générale de la sécurité civile et gestion de crise. Donc là aussi, on peut voir que quand même dans quelques départements, 100% des communes où il y a une obligation de faire un plan communal de sauvegarde, ce plan communal de sauvegarde a été réalisé. Hein, que dans beaucoup, c'est plus de 90% ou plus de 3/4, mais il y a encore beaucoup de départements où on a à peine 50% des communes qui ont une obligation de plan communal de sauvegarde, qui ont réalisé ce plan communal de sauvegarde. Alors quand je dis ont réalisé le plan communal de sauvegarde, c'est qu'ils ont un document papier qu'ils peuvent mettre en avant comme étant le plan communal de sauvegarde. Est-ce qu'ils ont testé le plan communal de sauvegarde? Est-ce qu'ils l'ont évalué? Voilà, tout ça, ça ne fait pas partie des remontées d'informations. Donc on est sur la quantité, on n'est pas obligatoirement sur la qualité. Alors, sur les perspectives, on a subi un certain nombre d'événements récurrents en métropole qu'on appelle les pluies intenses, inondations ou phénomènes cévenols, comme vous voulez, qui concernent l'arc méditerranéen. Et lorsqu'on fait une rapide cartographie des arrêtés de catastrophes naturelles qui sont pris depuis 1982 par rapport à ces phénomènes-là, on voit qu'il y a quand même un secteur géographique en France qui est particulièrement concerné par ces phénomènes-là, qui sont liés à un phénomène de mousson. Hein, chaque année, à la fin de l'été, la Méditerranée est très chaude. Il y a des masses d'air humides qui sont portées par du vent du sud. Hein, la Méditerranée, en plus, donc est très chaude. Hein, on a des fois 30 degrés au niveau de la Méditerranée. Et ces nuages-là viennent se confronter à des masses d'air froid en limite des piémonts, hein, c'est-à-dire que les Pyrénées, les Corbières, les Cévennes, ouais, les Alpilles et autres, et cette confrontation fait qu'on a des abados très importants. Il faut savoir qu'en 1940, il y a eu près de 1000 mm d'eau dans les vallées à côté de Perpignan, et à peu près de la même chose dans les années, je crois, 60, au niveau du Mont Aigoual. Voilà. En plus, on a des bassins versants très très courts, hein, moins de 100 km entre le Piémont et la Méditerranée. Voilà. Donc, un certain nombre, à la demande de notre ministre, on nous a demandé de mettre en place une campagne de sensibilisation des populations sur ces, en fin de compte, 15 départements qui sont concernés par ces phénomènes-là. On reprend d'ailleurs une initiative prise par le préfet du Gard et le conseil départemental du Gard, qui en 2013 et en 2015 ont édité une affiche alerte météo Gard avec un certain nombre de comportements à respecter par rapport à ce type de situation. Alors, cette affiche-là, on est en train de l'élargir, en fin de compte, aux 15 départements concernés. Voilà, en reprenant, en fin de compte. Alors là, pour le moment, ce n'est pas le modèle complètement arrêté de l'affiche. Hein. C'est celui qui est en cours de discussion avec... on ne voit pas. Bon, bah alors, excusez-moi. La clé fait que sur l'autre ordinateur, les choses ne passent pas obligatoirement. Ouais. Bon, mais je pourrais... Bon, ce n'est pas très différent, en fin de compte. Ouais. Voilà. Alors, hop, pourquoi? Bon, c'est pas très différent. La question est de savoir est-ce qu'on maintient l'aspect alerte météo, voilà, et pour ce qui est des comportements, c'est à peu près les mêmes comportements qui sont retenus. Au-delà de cet affichage, on regarde qu'est-ce qui peut être fait en matière d'information sur Internet. Vous avez là une page correspondant à la ville de San Francisco qui a développé un site à l'attention de ses habitants pour voir comment s'organiser, se préparer et s'organiser pour, en fin de compte, être autonome, ou du moins être en sûreté, pendant 3 jours, en gros 72 heures. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de nos partenaires qui réfléchissent à faire une proposition similaire aux communes de ces départements de l'arc méditerranéen. Voilà. On réfléchit aussi à voir comment on peut améliorer l'information
je dirais, l'alerte des populations. Le ministère de l'Intérieur a mis en place très récemment, parce que je crois que ça va faire 10 jours, voilà, enfin à l'ouverture de l'euro, voilà, 2016, a ouvert un site, une application qui s'appelle SAIP, un système d'alerte d'information des populations. Il devrait à l'automne d'ailleurs l'ouvrir à d'autres aléas, donc notamment les inondations, voilà. Donc, et nous, on réfléchit aussi à comment on peut porter ça par d'autres médias, notamment les radios, sachant que la radio possède un système qu'on appelle le Radio Data System qui peut porter des informations en parallèle de la diffusion des programmes audio. Pour finir, la question voilà, qu'on se pose, nous, voilà. On parle beaucoup de culture du risque, voilà. Donc la question que je vous pose, est-ce qu'on a une culture du risque ou est-ce qu'on n'a pas plutôt une culture de crise, voilà. Parce que moi, ça fait pas loin de 20 ans que je m'occupe, ou que du moins j'occupe le bureau de l'information préventive. En fin de compte, je pense qu'on est plus dans la culture du crise que dans la culture du risque. C'est-à-dire qu'on se préoccupe des aléas, ça c'est vrai. Voilà, on essaye d'avoir la cartographie des zones inondables. Ensuite, quels sont les enjeux dans les zones inondables? Ça, on s'en préoccupe beaucoup moins. Et de faire en sorte que ces gens soient préparés et qu'au niveau des enjeux, on ait anticipé ces aléas pour qu'en fin de compte, on soit moins vulnérable, qu'il y ait moins de dommages. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment notre préoccupation à tous. Autre aspect, j'évoquais d'ailleurs sur la fiche en question, on a pris trois consignes. Abritez-vous, écoutez la radio, respectez les consignes. Voilà, on est dans un pays quand même où, voilà, lorsque le piéton est rouge, vous pouvez faire l'expérience, vous pouvez voir Place de la République, la moitié passe lorsque le piéton est rouge. Vous allez en Allemagne, vous le faites une fois, vous ne le faites pas deux. Voilà. Donc on est dans un pays où c'est pas de dire que les gens à l'école, on leur a pas expliqué que le petit bonhomme rouge, ça voulait dire qu'il fallait pas passer. Enfin, je pense que ça à l'école on l'a fait. On a dû leur expliquer que c'était dangereux. Tous les jours on leur parle de sécurité routière. En fin de compte, ils considèrent que oui, il y a des règles, mais qu'eux, ils adaptent la règle à leur personnalité, à leur capacité, que en fin de compte, la liberté individuelle fait que quand même, je peux faire ce que je veux. Voilà. Alors on pourrait penser que lorsqu'on est en groupe, en fin de compte, on respecte mieux la règle que si on est tout seul. Voilà. Bon, en fin de compte, on a tous l'idée de cette image quand même, où on a quand même le Tour de France qui quand même gentiment traverse passage à niveau, alors que celui-ci est en train de s'abaisser quand même. Hein. Voilà, donc on a failli avoir quelques morts là. Voilà. Hein, ouais. Donc en fin de compte, à plusieurs, on n'est peut-être pas plus respectueux des consignes que lorsqu'on est tout seul. Et puis, l'autre élément dans notre politique de prévention des risques, je disais qu'en 82, on avait mis en place 2 dispositifs. Un dispositif de maîtrise de l'urbanisme, c'est-à-dire que le maire ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. L'État pouvait, en fin de compte, lui imposer des zones de précaution et des zones d'interdiction de construire, parce qu'en fin de compte, il mettait en place un système d'indemnisation mutualisé qui faisait qu'à la rigueur, tout citoyen, à partir du moment où son véhicule ou sa maison était assurée au titre de ce qu'on appelle dommage habitation, il était indemnisé en cas d'événement reconnu comme étant une catastrophe naturelle. En fin de compte, on a deux atouts en France, mais la question est-ce que justement ils sont contributeurs d'une culture du risque ou d'une culture de crise? Ben, le premier joker, ce qu'on a, c'est qui s'appelle CatNat. C'est-à-dire qu'en France, avec notre esprit solidaire et républicain, on prélève sur votre police d'assurance 12%, qui va permettre d'indemniser les gens. Alors, on ne le dit pas trop, mais en fin de compte, avec ça, on ramasse chaque année 2 milliards d'euros. Et lorsque les assurances disent que ça coûte très cher, 600 millions de dommages, 1 milliard de dommages, mais il reste quand même 1 milliard chaque année. Voilà. Et que sur ce 1 milliard, bah, l'État, il en prend un peu, il en prend aussi 12% pour faire sa politique de prévention des risques et diminuer sa part dans le budget de l'État. Voilà. Et puis l'autre atout qu'on a, bah, c'est Dragon. Hein, Dragon, c'est notre hélicoptère dans de protection civile, dans chaque département. Alors là, c'est Dragon 50, mais il y a Dragon 17, Dragon 33, hein, voilà, qui lui même décolle avant que l'événement se produise, parce que au cas où il y aurait quelqu'un qui ferait une imprudence, ben, je serai tout de suite présent sur place pour pouvoir lui venir en aide.
le sauver. Et les médias sont très friands de ces images-là. Alors, je peux vous dire que les images d'héliportage, puis si vous n'avez pas fait le baptême de l'air, vous n'êtes jamais monté dans l'hélicoptère, c'est vraiment l'occasion. En plus, c'est gratuit, voilà, parce que je ne pense pas que vous payez l'intervention de l'hélicoptère. Voilà. Donc par rapport à ces deux aspects-là qui sont très très forts dans notre culture et mon propos n'est pas de les remettre en cause parce que je pense qu'au moment où il y a un événement, il est important d'avoir ces dispositifs-là. Par contre, c'est un frein très important par rapport à une culture du risque qui ferait vraiment en sorte que nous soyons mieux préparés à ce type de situation et qu'au niveau des enjeux, quels qu'ils soient, parce qu'on parle beaucoup des enjeux d'habitation, voilà. On commence un peu mieux, et avec le CEPRI, les EPTB et tout ça, on commence à parler des activités économiques. Donc on commence à parler de plan de continuité d'activité, voilà, voilà, mais on oublie les enjeux environnementaux. Dans les dernières inondations, il y a toutes les ruches de je ne sais plus quel secteur qui ont été inondées, donc perdues, et on parle encore moins de tous les biens culturels, même si le musée Girodet a été inondé à Montargis récemment. Voilà les quelques éléments que je pouvais apporter en introduction de cette journée. Merci à vous. Merci Jacques Faye. Bon, Marc Raymond, représentant de Île-de-France Environnement, FNE, également commandant de la réserve citoyenne Île-de-France et particulièrement en charge des catastrophes naturelles. Voilà. Ce que je viens d'entendre, je l'ai entendu en 1994 à ma première réunion à l'Institut des hautes études de défense nationale où on nous parlait de la crue centenale. À l'époque déjà, on commençait à nous dire qu'il y avait des choses qui étaient faites, qu'on était presque prêts. Et puis 30 ans après, j'avais quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et bravo pour le travail qui a été fait par ceux qui l'ont fait. Mais sur le terrain, moi je ne vois pas grand-chose, à aucun niveau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, et c'est ça qui m'ennuie. C'est qu'en fait, au niveau de l'analyse, on est bon, français. À la synthèse, on est bon aussi. Mais quand il faut mettre en œuvre, là, il n'y a plus personne. La maîtrise de l'urbanisation, ça date de 1982. Moi, je suis pour la maîtrise de l'urbanisation. Mais quand on voit que l'État, dans les emprises autoroutières sur Chenevière, propose de faire une OIN et 1000 logements à l'hectare, alors que le raisonnable ou l'équilibre, ce serait 100 logements à l'hectare par rapport au quotient, emploi-habitat, on voit effectivement qu'il y a encore beaucoup de progrès et beaucoup de discussions à avoir pour progresser dans la culture que j'aime bien de risque plutôt que de crise. Voilà. Merci. Vous voulez apporter un élément ? Juste un élément par rapport à ce que vous venez d'évoquer. En 1991, j'ai dit qu'il y avait les deux tempêtes, mais juste avant, il y a eu des inondations dans l'Aude, dans le sud de la France. Voilà. Et le ministère du Budget a apporté la garantie de l'État français à la Caisse centrale de réassurance, qui est le réassureur qui a la garantie de l'État pour l'indemnisation. On a apporté 2,9 milliards de francs à la Caisse centrale de réassurance. Donc le ministère du Budget a payé, mais quand même s'est inquiété d'autres versants de ce système-là, qui était donc la maîtrise de l'urbanisation. Et moi, j'évoquais qu'il y avait en France, en gros, un peu plus de 11 000 communes en France en zone inondable. Voilà, au titre de l'information préventive, c'est ce qu'on avait dans les dossiers départementaux risques majeurs. Et donc, le ministère du Budget nous a demandé combien il y avait de communes qui avaient un plan de prévention des risques inondations. Il faut savoir qu'à l'époque, donc en fin 99, il y avait 600 communes qui avaient un plan de prévention des risques inondations. Donc aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 11 000 communes qui ont un plan de prévention de risque naturel, mais qui est quand même essentiellement inondation. Voilà. Donc ce qu'on a fait, d'abord on a fait vite, voilà, et ce qu'on en a fait, c'est la définition des zones inconstructibles. Après, l'analyse que peut faire un plan de PPR, de dire quelle est la vulnérabilité des enjeux et quelles sont les précautions, les recommandations, voire les obligations que l'on peut imposer sur l'existant pour diminuer la réduction de la vulnérabilité. Ça, on n'avait pas le temps de faire pour répondre aux objectifs d'avoir 5000 communes avec un PPR en 2005. Voilà. Donc on a continué l'effort. Voilà. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, alors la difficulté, c'est que certes, on peut définir des zones d'interdiction de construire, ce qui est quand même fait dans la plupart des PPR, mais dans les zones à très fort enjeu foncier, si je prends l'exemple d'ailleurs de l'Île-de-France, on se trouve aussi avec
des contradictions au sein même de l'État, entre des zones où on dit il faut réguler ou maîtriser l'urbanisation et d'autres où il faut développer. C'est l'exemple du Grand Paris. Enfin, voilà. On a fait, nous, un atelier avec la Direction générale de l'aménagement sur les inondations en région parisienne. On voit bien toutes les difficultés qu'il y a par rapport à ça, notamment dans le cadre du Grand Paris, qui, à ma connaissance, ne prend pas beaucoup en compte l'aspect inondable de la région parisienne, à tel point, comme on a dit, que la gare de Chelles, nouvelle gare de Chelles, elle est complètement en zone inondable, quand même. Ce qui pose quelques interrogations quand même. Voilà. Je voudrais juste compléter vos propos sur l'Île-de-France, parce que vous qui êtes architecte, je pense que ça vous parlera. En termes de sensibilisation, bien entendu, la population doit être sensibilisée, mais puisqu'on est sur un rythme de construction de l'ordre de 10 millions de mètres carrés Chaune, dans la zone inondable dans les 15 prochaines années, dans le cadre du Grand Paris, peut-être que la sensibilisation ne doit pas se limiter à la population, mais certainement aussi aux concepteurs de ces nouveaux quartiers, et peut-être même les maîtres d'œuvre, notamment tout le volet architecte et urbaniste, qui effectivement n'ont pas brillé en 2009 dans le cadre de l'appel au Grand Paris, là, sur la vision des architectes sur le fleuve n'était pas, on va dire, une tentative très intéressante. Juste, mais je veux pas. Bon, le Grand Prix avait vocation de montrer des opérations intéressantes en zone inondable mais constructible. Hein, voilà. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais aussi, il faut bien reconnaître qu'on n'a pas trop poussé à ce qu'il y ait beaucoup d'opérations de ce style-là. Après, sur la prise en compte par les maîtres d'œuvre au sens large, bon, là, on parle des inondations, mais quand même, on est au XXIe siècle. Moi, mon directeur, lorsque je suis arrivé, que je lui ai dit que les séismes, c'était catastrophe naturelle, il m'a dit, un séisme, ça n'a tué personne. C'est les maisons que vous construisez qui tuent les gens. Et aujourd'hui, il n'y a pas, ou vraiment à titre exceptionnel, il n'y a pas de formation des architectes ou des ingénieurs à la prise en compte du risque sismique dans le bâti existant. Dans le bâti neuf un peu, mais ce n'est pas mis en œuvre, après concrètement pour les entreprises. Voilà. Mais sur le bâti existant, et c'est là où sont les dommages par définition, je veux dire, il n'y a aucune prise en compte de cet aspect-là. Donc c'est vrai qu'il y a un effort. Je pense que, d'ailleurs, ne serait-ce que dans le discours qu'on tient, on dit une catastrophe naturelle. La catastrophe n'est pas naturelle. Elle est anthropique. L'aléa est naturel. Après, on peut se poser si la catastrophe... Mais de dire que la catastrophe naturelle, ça permet de se dédouaner, en fin de compte, de ces conséquences-là. Il y a beaucoup de pays où on dit, Inch'Allah, Dieu l'a voulu. Voilà. Je voulais rebondir sur le fait qu'il n'y a pas que l'urbanisme avec que la construction de bâtiments. Il y a aussi les aménagements. On l'a vu avec l'autoroute A10 qui a été construite en toute connaissance de cause en zone inondable et sur le lit d'une rivière souterraine. Voilà. Et puis il y a la gare de Montpellier, la nouvelle gare de Montpellier, dont une partie est construite en zone inondable.